rappelle la chanson de mon grand-père. C'est nous les gendarmes à pied qui sont à cheval tout le temps. Comment ça va, adjudant Gersal? Très bien. Garde-vous. Respect. Fixe. Alors, on va parler ce matin d'un soldat, d'un militaire qui a été celui de la Révolution et du Premier Empire. Tiens, j'ai les infos qui tombent sur le téléphone, ça fait du bruit, on va couper ça. Et qui est mort en septembre 1812, qui fait que c'était il y a 205 ans exactement. Absolument. Il s'agit de Monsieur Merda. Oui. Alors, pourquoi ce monsieur est-il entré dans l'histoire du pied gauche ou du pied droit? Ah voilà, c'est la bonne question. En tout cas, ce jour-là, il est rentré dans l'histoire. Enfin, le croit-il? Parce que qu'est-ce qui s'est passé ce 9 Thermidor en 2, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui, 27 juillet 1794. 27 juillet, c'est le jour de la Sainte Nathalie. Ah, bah bravo. Oui, c'est tout, c'est fou ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Figurez-vous que le comité de salut public qui dirige la France a quelques soucis. La Convention, qui est l'Assemblée, a décidé de mettre fin à la terreur. La terreur menée par ce Robespierre, qui est un personnage dont on pourra reparler une autre fois, parce que son programme est extraordinaire, est excellent, mais après, il va rentrer dans tout cela va prendre des mesures absolument effroyables et des proportions incroyables avec cette terreur qui va durer près d'un an. Alors, ce mois de juillet 1794, on a décidé d'arrêter Robespierre et ceux qui l'entourent. Il se trouve à l'hôtel de ville de Paris, le même hôtel de ville que l'on connaît aujourd'hui, Il monte l'escalier, il l'écrit, le gendarme Merda, puisqu'il est gendarme. Il écrit, il fait partie de la troupe. Je monte 4 à 4 les marches, je bouscule dans les couloirs, je frappe à la porte, on ne me répond pas, je frappe une seconde fois, puis je pénètre à l'intérieur, je reconnais Robespierre, je lui mets mon sabre au niveau du cœur, je lui dis « Rends-toi, traître !» Et à ce moment-là, je sors un de mes pistolets et le coup part et vient blesser, fracasser la mâchoire de Robespierre. Voilà ce que nous raconte le gendarme Merdal. Depuis des années, pour pas dire des siècles, on est persuadé que c'est lui qui a tiré. Aujourd'hui, les historiens et puis l'enquête progresse. L'enquête a été menée et finalement on découvre qu'il aurait tenté de se suicider. C'est Robespierre qui lui-même se serait tiré une balle dans la tête, en tout cas dans la mâchoire, puisque c'est là où elle est arrivée. On regarde des images, non pas de l'événement, mais de tout ce qui se passe. Voilà, avec ce Robespierre qui est venu d'Arras, où il était avocat et qui se fait élire parmi les députés. Et c'est un orateur hors pair, il est vrai. Alors il propose, je vous le disais, un incroyable programme avec la liberté pour tous, l'accès de tous à tous les emplois, le droit au suffrage universel, la liberté pour les hommes de couleur, la liberté pour les esclaves, l'établissement d'un impôt sur le revenu. Ouais, on a l'impression d'un programme du 21e siècle ou de la fin du 20e, mais non, nous sommes bien au 18e siècle lorsque ce monsieur, Robespierre, propose ce programme. Mais voilà, très vite, on s'aperçoit que les caisses de l'État sont vides. Tiens, c'est étonnant. Oui. Et puis, c'est marrant. Oui, c'est marrant, ça revient souvent. Et puis, il va falloir prendre d'autres mesures et la terreur va s'instaurer. Et là, c'est là le drame. Alors voilà la seule image que nous avons de l'événement, ce gendarme avec ce pistolet qui tire et qui vient fracasser la mâchoire. Alors, ce 9 Thermidor, ce 27 juillet, ça va se passer très vite, en moins de 24 heures. L'homme en question, c'est-à-dire Robespierre, va être arrêté. On le voit là, les gendarmes qui montent à l'assaut de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, voilà. Et qui va être emporté, il va être jugé, mais très sommairement condamné et exécuté le lendemain. Vous voyez, avec cette mâchoire en vrac, parce que, évidemment, des médecins, un chirurgien sont venus voir et en fait, elle s'est détachée du côté gauche. Donc, pardon de cette image, mais avec une mâchoire qui ne tenait que d'un seul côté. On lui a mis un pansement, mais lorsqu'il est monté à l'échafaud, le bourreau a dit « ça n'est pas possible, ce pansement va me gêner pour mon travail ». Il a arraché ce pansement et il ne pouvait plus parler avec cette mâchoire détruite, ce maxillaire inférieur détruit. Et du coup, c'est c'est un peu ça. Figurez-vous que c'est un cri rauque que l'on entend, comme un cri de bête lorsqu'il a la tête tranchée. Ce 10 Thermidor, donc le 28 juillet 1780. Alors le gendarme Merda... Mais oui, Merda, qu'est-ce qu'il devient alors, finalement, comme il a écrit ce qu'il avait fait, tout le monde y croit. Même Napoléon, on lui donne la Légion d'honneur. Il devient colonel dans l'armée quand même. Et c'est à la bataille de la Moskova, on va voir une image qui va marquer la fin de sa vie, puisque c'est en 1812, aux portes de Moscou, que pendant cette bataille qu'il est tué. Il est nommé général, puisqu'il est blessé grièvement. Il mourra 3 jours plus tard. Il est nommé général de brigade.
brigade, mais ça n'a jamais été vraiment entériné. Donc il est mort colonel, mais voilà quel parcours incroyable. Mais oui, c'est ça, il n'a pas été un héros des guerres napoléoniennes non plus. Son fait d'armes, finalement, c'est de grimper les marches de l'hôtel de ville 4-4. Oui, et d'avoir tenté d'arrêter Robespierre et fait croire au monde que Merda était le sauveur de l'humanité. D'accord, alors vous parliez de la mâchoire de Robespierre, effectivement, dans la bruit cintrée, on verra comment garder les dents bien nettes et sans taches blanches, je ne sais pas s'il en souffrait. Moutoum, c'est un site et une application qui permet d'emprunter gratuitement tous les objets de ses voisins. Alors nous, on a créé une monnaie alternative. C'est un système de points complètement gratuit. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un va réaliser une action sur le site, il va gagner des points et avec ces points, il va pouvoir emprunter gratuitement tous les objets. C'est-à-dire que quand on va s'inscrire, quand on va référencer les objets, quand on va parrainer des amis, liker la page Facebook, toutes ces actions font gagner des points. Et avec ces points, on peut tout emprunter gratuitement. À l'inscription, on donne déjà 100 Moutoum. Les points, ça s'appelle des Moutoum. Et on en donne 100 pour pouvoir faire son premier emprunt. On a du matériel de bricolage, on a des appareils de cuisine, on a même des avions sur la plateforme, des gens qui prêtent leur avion. On peut trouver sur le site tous les objets pour partir en vacances. Ça peut être le sac de voyage, la planche de surf, une caméra pour filmer ses vacances. On a vraiment de tout. On a un système d'avis entre utilisateurs et en fait c'est ça qui est le plus important sur la plateforme. Et on s'est rendu compte que le fait d'avoir enlevé l'argent dans les transactions, on a fait des milliers de transactions et on n'a jamais eu de problème. Parce que justement il n'y a pas d'argent. Et donc c'est basé sur la confiance, sur la solidarité et sur l'entraide et ça fonctionne vraiment super bien. À partir de cet été, on va arriver sur les services. Ce sera possible de pouvoir emprunter un service, c'est-à-dire un babysitting, un cours de maths, un cours de musique, du bricolage, n'importe quoi. Début d'année prochaine, on va arriver sur les véhicules, c'est-à-dire qu'on pourra emprunter gratuitement un véhicule. Et en fait, à terme, le but, c'est que en Moutoum, on puisse partir en vacances, c'est-à-dire que je vais partir au ski, je pourrai emprunter une voiture, emprunter un logement sur place, emprunter tout mon matériel de ski et pouvoir prendre un cours de ski en Moutoum, donc ça ne me coûtera rien. On fait un gros travail de modération sur la plateforme, on vérifie chaque objet un par un et on interdit donc objets du sexe, objets illégaux, armes à feu et être libre. Voilà, une plateforme donc gratuite, une plateforme d'échange et d'emprunt d'objets entre particuliers. Voilà Greg, bon, vous avez remarqué en lancement de sujet, je suis pas très bon, je fais pas de super G sur les stades, je me suis un petit peu planté mais c'est pas grave. En lancement de jingle, je suis meilleur là. Mais non, Messi, je l'ai entendu tout à l'heure. Oui, parce que c'est lui le héros de la soirée. Oui, exactement, on va parler de foot espagnol avec la 5e journée du championnat et le Barça qui est imbattable et Messi qui a encore marqué. Si, Messi. Regardez ce qui s'est passé hier soir devant leur public du Camp Nou. Les Barcelonais ont remporté une 5e victoire en autant de matchs en Liga. Le FC Barcelone écrase le Bayern, les Basques, débat 6-1 en parlant du Bayern après. Messi s'est offert un quadruplé, je me mélange les pinceaux. C'est son premier en championnat depuis 4 ans. L'Argentin en a déjà inscrit 9 buts en championnat cette saison. Et les 2 autres buts catalans sont de Paulinho et Suarez. Barcelone est en tête du classement. Je vous parlais du Bayern, justement. Dans le championnat allemand, c'est le Bayern Munich qui, pour l'instant, provisoirement domine ce classement. 4e victoire en 5 matchs pour les Bavarois en quête d'un 6e titre national d'affilée. Le Bayern est allé battre Schalke 04, Schalke Nunfir, parce que je suis germanophone. 3-0, but de Lewandowski, Rodriguez et Vidal qui soignent la fin. Le Bayern Munich, Vidal soigné, ok, vous l'avez pas noté ça là, sera le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions dans une semaine. On va parler un petit peu de foot français avec la Ligue 2, 8e journée. Reims prend les commandes après sa large victoire face au Gazélec Ajaccio, 5-0. But rémois de Chavaria, Chavalrin, Siebacho et Diego et Cruz. Non, il y a beaucoup de noms en fait. J'en ai enlevé quelques-uns. Et au classement, Reims compte un point de plus que Lorient qui est allé perdre à Auxerre 1-0. Voilà, les Bretons enregistrent leur première défaite cette saison. Et c'est Nîmes qui complète le podium. Ce que je note quand on voit ce qui se passe en Liga, en Allemagne, etc. et en France, c'est qu'il y aura peut-être cette année du suspense côté Ballon d'Or. Pour la Ligue des Champions, pour le Ballon d'Or, oui. Pour le Ballon d'Or, aussi d'habitude c'est toujours écrit d'avance. Oui, un peu de tennis dans l'actu aussi. Oui, avec c'est l'Open de Moselle qui se passe donc à Metz. Et il y avait 4 Français sur les courrières, il n'y en a qu'un seul qui est passé. Et c'est Monsieur Benoît Paire qui a gagné. Paire qui gagne, regardez ce qui s'est passé. Bon, voilà, il passe au 2e tour à Metz. Aussi que les Bell Blacks ce matin. Éliminé au 2e tour de l'US Open, il a repris la compétition hier avec cette victoire facile face au Grec Tsitsipas.
passe 120e mondial, j'ai réussi à le dire. Greg. Ouais, ma famille est grecque, ça on en parlera plus tard. Père 41e du classement, a mis à peine 58 minutes, vous m'embrouillez, hein, pour s'imposer 6-2, 6-4. Je m'embrouille tout seul. Et il affrontera l'Espagnol Granollers au prochain tour. Oh non, en fait, c'est ce matin, c'est la milieu de la semaine. Et un petit tour, et puis s'en va pour Richard Gasquet, qui n'a pas réussi à enchaîner. 2 jours après sa victoire au tournoi de Challenger de Szczecin, il a été battu par l'Ouzbek Istomin. Et l'autre Français qui a été éliminé et dont on a les images, c'est Julien Beneteau, éliminé par l'Espagnol Almagro 7-6, 7-5. Les 2 garçons se rencontraient en fait pour la 6e fois et ils en sont à 3 victoires chacun. Et pour être complet, élimination de Vincent Millot, 148e, issu des qualifications. Alors, très sobrement, il y a également un peu de cyclisme. Cyclisme, ça se passe en Norvège. Les championnats du monde, on a eu une médaille de bronze chez les moins de 23 ans. Hier, c'était les femmes. On n'a pas de médaille française. Voilà. On espère avoir d'autres médailles. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle sur Télématin, parce qu'on en parle peu. Et regardez cette jeune femme qui s'appelle Audrey Cordon-Rago. Elle a terminé à la 13e place. Sa compatriote Labous, elle, arrive 15e à 2 minutes de la grande gagnante, la néerlandaise Annemiek van Vleuten. C'est son premier titre mondial. Les femmes à l'honneur encore avec les Sariennes Series, 2 jours d'aventure pour soutenir les femmes victimes de violences. Ça s'est passé à Metz, un raid multisport pour 120 participantes. Courir, nager, pédaler, pagayer et même tirer pour préparer la Sarienne qui se déroulera dans 15 jours en Sardaigne où ces femmes, pendant une semaine, vont s'affronter et tenteront de remporter donc une victoire au profit d'associations qu'elles défendent. Et pour finir, de très belles images et un grand bravo aux participants du triathlon Audencia La Baule. C'était la 30e édition du plus grand triathlon de France. 6500 personnes se sont jetées à l'eau. Il y avait différents formats de course et pour finir, une course-poursuite unique en Europe remportée par Aurélien Raphaël, sociétaire de Passy-le-Voici. C'est rigolo ça, sociétaire de Passy, le voici. Merci Greg, quel festival ce matin de Black Pourri, c'est incroyable. Je suis désolé. Et si je vous dis le travail c'est la santé. Ouais, qui est-ce qui chantait ça? C'était Salvador. Alors oui, c'est vrai, Henri Salvador l'a chanté, mais il n'y a pas que lui qui le pense. D'ailleurs, d'après les dernières études, 3 millions de Français seraient menacés ou victimes de burn-out. C'est pour ça que je disais le travail c'est la santé. Oui, mais sauf qu'au travail, on n'a pas toujours la santé. Et effectivement, pas loin de 3 millions de Français victimes de dépression, comme on dit. C'est un syndrome qui est de plus en plus difficile à détecter, qui prend de l'ampleur chaque année. Et quant aux victimes, elles ont souvent du mal à exprimer leur mal-être. Alors Sophie Pignal s'est justement intéressée à un nouvel outil qui, lui, pourrait garantir l'anonymat à celles, et c'est important, et ceux qui ont justement besoin d'une aide. Je suis une DRH, directrice des ressources humaines. Je travaille depuis plus de 20 ans dans ce métier que j'aime. Un jour, je n'ai pas pu me lever. Alors plus précisément, j'ai réussi à me déplacer, mais je n'ai pas pu envisager le fait d'aller travailler. C'était juste mentalement impossible pour moi. Littéralement, faire un burn-out, c'est brûler, se consumer jusqu'à ce que vos forces physiques et psychologiques vous abandonnent. On pourrait parler d'épuisement, mais moi je vois ça plus comme une bougie finalement qui, à un moment donné, a consumé toute sa cire. Tout à coup, on est vide, on est sans ressources. Lorsque la victime d'un burn-out prend conscience de son état, elle ne sait pas forcément à qui en parler et comment en parler. On ne va pas aller en tant que cadre dirigeant voir le médecin du travail, donc il faut peut-être réfléchir à d'autres façons de permettre de libérer la parole. Voilà 30 ans que je suis un professionnel des ressources humaines et que j'accompagne les organisations. Et voilà 30 ans que je constate une accentuation de la souffrance au travail. 20% des arrêts maladie de plus de 45 jours sont liés à des arrêts pour des risques psychosociaux. Vous avez en Europe 40 millions de personnes qui souffrent de stress au travail. Et puis la France, il faut le savoir, est le pays qui est le plus soumis aux risques psychosociaux sur le plan européen. C'est énorme. Donc il y a un enjeu humain qui est colossal. Et ce n'est pas tout, il y a un risque économique aussi. Partons du constat que dans notre société, le virtuel et l'anonymat libèrent la parole. Des professionnels des ressources humaines ont mis au point une plateforme en ligne qui permet aux salariés d'alerter son entreprise sur la situation qui le fait souffrir, ceci
en gardant l'anonymat. Quand vous êtes en état de souffrance, que ce soit pour des raisons de harcèlement ou de discrimination, ou bien parce que vous avez été témoin, par exemple, d'un fait frauduleux en entreprise, eh bien vous vous taisez. Vous vous taisez parce que vous avez peur pour votre emploi. Pour que les gens puissent s'exprimer, il faut leur garantir le total anonymat. Déjà, vous pouvez vous connecter de votre smartphone, d'une tablette ou de votre ordinateur. Vous rentrez un code confidentiel et en 5 clics, vous avez lancé votre alerte. Une fois que l'alerte est lancée, elle est prise en compte par un gestionnaire et chaque sujet, qu'il soit harcèlement, discrimination, violence, fraude, va être pris en compte par un spécialiste qui trouvera avec vous une solution pour répondre à cette alerte. Permettre aux entreprises d'être alertées sur les situations à risque et de ce fait d'agir pour faire cesser les dysfonctionnements, c'est aussi ça l'intérêt du dispositif. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un célèbre patron d'entreprise, Richard Branson, qui dit « Si vous prenez soin de vos salariés, ils prendront soin de votre entreprise ». Je vais vous inviter à passer un week-end à Rome. Non, je plaisante. Je plaisante, Estelle. Mais en revanche, on va quand même prendre un café, même un petit déjeuner à Rome avec Francesco Bodone qui est sur place et qui nous attend. Oh là là, comme c'est beau, cette petite rue, là, vous êtes rayonnant. C'est vrai que vous avez dû prendre votre petit déjeuner au bar parce que c'est un moment important pour les Italiens. C'est presque une tradition, François ? Oui, buongiorno Laurent, effectivement c'est un moment important, le petit déjeuner en Italie, et c'est un moment, je dirais, assez différent de ce qui se passe en France, parce que figurez-vous que le petit déjeuner se prend bien souvent, pour la plupart des Italiens, alors pas pour tous, mais bien souvent ça se passe dans un café. Alors vous apercevez derrière moi un bar de quartier qui vient d'ouvrir, comme beaucoup de bars en Italie, et c'est ici, dans ce bar, dans ces bars en Italie, que se prennent les petits déjeuners. C'est un grand moment de convivialité. Ça se passe très vite, ça prend quelques minutes seulement. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé avec Laurent Galinon et Claudia Billy. Et d'ici là, moi je prends un petit café et je vous retrouve à tout de suite. C'est le moment incontournable pour les Italiens. L'espresso au comptoir en 3 minutes chrono. Aussitôt pris, aussitôt parti. Et pourtant sans stress, car dans la péninsule, le café du matin, c'est d'abord un instant convivial. Je viens chaque matin, je me dépêche, je prends un petit café et je fonce au travail. C'est une habitude que nous avons, nous, les Italiens. Je recharge mes batteries ici avant de commencer la journée. Au café, tu vois tout le monde, tu papotes, c'est une façon de se réveiller. Et moi, je viens ici parce que lui, je le connais depuis des années et il est vraiment très sympa. Merci, merci. Robusta ou Arabica, les Italiens aiment déguster toutes les saveurs du café. Des grains moulus dans le magasin ou à domicile pour les puristes. Ils l'amènent à la maison et ils le moulent eux-mêmes, juste avant de le boire, pour qu'il soit encore meilleur. Le petit déjeuner en Italie, c'est aussi le cornetto, ce croissant fourré à la confiture ou au chocolat, et le cappuccino, qui ne se boit que le matin, et de préférence avec des dessins faits dans la crème. Avec ces dessins, je leur donne à tous le sourire avant qu'ils aillent au bureau. Un cœur, une fleur ou encore un sourire, des petits clins d'œil du matin. J'adore ces dessins et dans ce bar, ils sont exceptionnels. Une fois le petit noir avalé, la journée peut commencer et cela a toujours été comme ça, en Italie. Hein, François, quand on va au bar, au café en France, c'est un petit peu connoté quand même. C'est la même image en Italie ? Non, pas du tout, vous avez raison. Si vous passez vos journées au bar en France, c'est lié évidemment à l'alcool et peut-être même à l'alcoolisme. Non, ici pas du tout. On peut aller plusieurs fois par jour au café. D'ailleurs, les Italiens y vont plusieurs fois par jour. C'est d'ailleurs assez paradoxal parce que nous, on dit que l'on va au café et puis finalement on parle d'alcool. Eux, les Italiens, ils disent pas qu'ils vont au café, ils disent qu'ils vont au bar. Mais le bar est véritablement donc associé à cette notion de café. On y va très souvent parce que par exemple, hop, dès qu'on a signé un contrat, on va
passer 2 minutes avec le client. Encore une fois, ça ne dure pas un quart d'heure, 20 minutes. Hein. On va passer 2 minutes avec le client, on y va avec les collègues, on y va avec les voisins. Et donc le café, c'est ce lieu de convivialité. D'ailleurs, je vous conseille, Laurent, et à tous les téléspectateurs, quand vous venez en Italie, allez plutôt dans un petit café de quartier comme ça, et vous verrez ce que c'est, surtout l'Italie, le matin. Super, François, ne bougez pas parce qu'Estelle Colin a entendu l'invitation et Colin vous rejoint au bar. Colin, bar, etc. Bonne journée. Arrête. Quand j'ai dit Colin, bar, François aurait pu répondre arrête. Voilà, c'était dans la thématique maritime. Bah oui, mais maintenant on a la patate. Bon Frédéric, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Vous avez feuilleté avec entrain et sourire ce matin la presse quotidienne. Vous avez eu beaucoup de choses. Ouais. On parle pas mal du temps. Oui, il y a une thématique environnementale, effectivement, parce que ce sont toujours, hélas, les ouragans qui occupent les journaux. Vous voyez la une de la Croix, le temps des ouragans. Il y a aussi l'ouragan Maria qui menace Saint-Barth et Saint-Martin dans un article des Échos. Des ouragans incontrôlables, titre 20 minutes. C'est une série inédite, écrit l'Humanité. Alors, c'est vrai qu'il est exceptionnel qu'autant d'ouragans, Irma, José puis Maria, balayent les Antilles en aussi peu de jours. Il y a une anomalie, la mer est trop chaude, c'est ça qui forme tous ces ouragans, et ça ne va pas s'arranger avec le réchauffement climatique. Ça fait quelque temps déjà que les articles qui ont un contexte environnemental se multiplient comme ça dans les journaux. Et on en est sans doute qu'au début, parce que les conséquences des problèmes environnementaux vont devenir de plus en plus présentes dans nos vies, par définition, avec le réchauffement. Or, est-ce que les autorités font bien ce qu'il faut? Voyez cet article du Canard enchaîné, alors que les consommateurs veulent de plus en plus de produits bio. Eh bien, Bruxelles ne trouve rien de mieux que de changer la réglementation en matière de bio. Très discrètement, au cœur de l'été, l'Europe a décidé d'alléger les contrôles sur le bio. Les fraudeurs, les producteurs qui font du faux bio seront moins traqués par les inspecteurs, alors qu'on sort à peine du scandale des œufs contaminés au fipronil. Voilà une initiative qui n'est pas judicieuse, dénonce le Canard enchaîné. En plus, la direction française de la répression des fraudes n'arrive pas à contrôler même pas 1% des exploitations agricoles chaque année, faute de fonctionnaires. C'est ce que dénonce cet article du Canard enchaîné. Et côté pollution de l'air, cette fois, vous lirez dans le Parisien que la région Île-de-France lance un nouveau plan anti-pollution pour l'horizon 2020. Il est prévu d'augmenter les zones sans circulation automobile et aussi de réduire la vitesse sur les routes franciliennes. Également une aide pour que les gens qui ont des cheminées chez eux les modernisent afin qu'elles émettent moins de particules. Voilà. Le Parisien aujourd'hui en France se demande aussi si les masques, vous savez, les masques qu'on voit de plus en plus chez les cyclistes, ces masques sont-ils efficaces? Alors sachez que porter un masque chirurgical, ça sert à rien contre la pollution, hein, c'est juste contre les maladies. À la limite, un simple foulard est préférable contre la pollution. Et puis vraiment, il faut plutôt un masque avec une norme, la norme FFP3. On l'a vu, c'est le masque en rouge sur ce dessin. Vérifiez que la présence de la norme est bien indiquée sur les étiquettes FFP3. Et alors sachez que seul le masque à gaz militaire filtrerait vraiment tout, mais il est difficile de respirer toute la journée avec un machin pareil, outre la tête que ça nous fait. Le Parisien, bah oui, non, c'est vrai. Le Parisien, puis ça ferait un peu peur. Le Parisien relaye aussi un appel, une pétition qui demande que la TVA soit abaissée pour les produits écologiques. C'est le monsieur de la Camif qui réclame cette baisse de la TVA. C'est vrai que c'est logique. Les produits recyclés ou qui respectent l'environnement, ça paraît incroyable qu'il n'ait pas déjà une TVA abaissée alors que d'autres produits ont cette TVA favorable. Pourquoi pas ceux qui sont écolos? Ce serait logique. Pétition lancée sur le site internet change.org, vous connaissez, avec plein de pétitions. Donc c'est la Camif, le vendeur par correspondance, qui organise ça. Le journal La Croix rappelle que même quand il y a des lois environnementales, elles ne sont pas respectées. C'est pourquoi une association porte plainte en ce moment contre les fabricants d'imprimantes, les fabricants qui sont soupçonnés de faire exprès. Vous savez que leurs imprimantes tombent en panne au bout de 2 ans. L'obsolescence programmée, c'est interdit pourtant par la loi. Est-ce que cette plainte donc d'une association aboutira? Il est interdit de faire ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée en France. Enfin, je termine en vous signalant qu'outre les fabricants d'imprimantes, la société Ryanair, elle aussi, est dans le viseur. Alors pas seulement parce que c'est du transport aérien à bas coût, donc qui nous fait dépenser du fioul, du kérosène à tire-larigot, mais aussi parce que plusieurs articles comme ici le Figaro ou Libération s'insurgent de la très mauvaise qualité de cette compagnie aérienne. Il y a eu plusieurs milliers de vols annulés, des passagers livrés à eux-mêmes, qui sont laissés un peu partout en Europe, et une compagnie qui fait tout, selon les journaux, pour ne pas payer les dédommagements quand elle en doit à ses passagers, parce qu'elle est obligée de le faire. Donc elle met un texte sur son site internet, mais un texte exprès totalement abscon pour qu'on ne comprenne pas. C'est en tout cas ce que dénoncent Libération et le Figaro. Je vous renvoie aux articles de ces deux journaux. Merci Fred. Chez nous, il y a un pilote dans l'avion qui est sur la toile, c'est Julia. Julia, bonjour. Bonjour. Vous nous présentez ce matin la dernière surprise de Banksy qui a été dévoilée il y a quelques jours à peine. Seulement il y a quelques jours, oui. C'est en hommage à Jean-Michel Basquiat. Il y a une rétrospective à Londres qui ouvre demain. Et juste à côté, sur le mur du Barbican Exhibition Hall, le
Banksy a fait ce personnage. Alors ce personnage, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'œuvre de Basquiat, c'est l'épouvantail Boy and Dog que vous pouvez voir là. Il l'a intégralement repris, regardez. Ah oui. Sauf que le sien, eh bien, il est accueilli par la police anglaise et fouillé. Évidemment, on reconnaît le discours militant de Banksy. Une deuxième œuvre sur le mur, c'est celle-ci. Là, c'est plutôt pour dénoncer le Barbican, le fameux musée qui accueille la rétrospective, qui s'empresse en général de nettoyer les graffitis. Donc c'est au passage une petite façon de dire ce qu'il en pense. Alors je rappelle que Banksy, son identité est inconnue et que toutes ses œuvres sont à suivre sur son compte Instagram. Merci beaucoup, Julia. Salut, Caroline. Vous recevez aujourd'hui Yannick Jadot. Oui, Yannick Jadot, député européen. Alors, vous le savez, Emmanuel Macron a été ferme hier pour son premier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Après Irma et Maria, il ne cède rien, dit-il, aux équilibres de l'accord de Paris. Un message en direction d'un certain Donald Trump. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour Caroline. Vous avez forcément suivi le discours du président de la République hier à l'ONU. Est-ce que vous pensez que les avertissements d'Emmanuel Macron peuvent faire bouger le climato-sceptique Trump ? Je ne crois pas, malheureusement, parce que finalement Trump a été élu grâce au soutien de l'industrie du pétrole, l'industrie du charbon. Donc il est dans cette économie-là qui voit bien le dérèglement climatique, mais se dit chaque minute de gagner dans la lutte contre le dérèglement climatique, ce sont des milliards de dividendes. Parce que lutter contre le dérèglement climatique, c'est sortir du pétrole, c'est sortir du charbon, c'est pour nous. Vous vous rendez compte, dépendre du vent et du soleil plutôt que de Poutine, de l'Arabie Saoudite et du Qatar, c'est une opportunité extraordinaire. Vous avez parfois eu la dent dure contre Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui reconnaissez des convictions écologiques ? J'en sais rien. Il a fait un beau discours. Vous en savez rien ? Il a fait un très beau discours. La France a cette capacité, c'est un produit français d'une certaine façon, de faire des très beaux discours aux Nations Unies. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, même Hollande ont fait de très beaux discours. La question, c'est est-ce qu'on est cohérent ? Lutter contre le dérèglement climatique, c'est une opportunité extraordinaire de relocaliser l'économie. Les énergies renouvelables, le bâtiment, l'agriculture paysanne, les transports collectifs, ce sont des centaines de milliers d'emplois sur nos territoires. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron va faire cette rupture-là ? J'en sais rien aujourd'hui. Quand il se déplace en Grèce, il emmène Total. La Grèce pourrait alimenter en électricité tous les Balkans avec le soleil, le vent, la mer. Mais il emmène Total pour extraire du pétrole. Et puis, vous le savez, à partir de demain, se met en place l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le rapport qu'il a commandité dit c'est un danger pour notre santé, c'est un danger pour le climat. Et là, c'est sa première entaille au discours de l'ONU. La première grosse entaille, nous allons être à portée de canon des firmes, des sables bitumineux, du pétrole et du gaz de schiste canadien. Très vite, sur les sujets ce matin, on va aller sur le CETA. C'est un sujet que vous avez vraiment porté et il entre effectivement en application. Vous parlez d'un rapport qui a été remis au gouvernement. Le gouvernement avait dit on sera vigilant, on surveillera les conditions d'application. Ce rapport, il dit que l'accord est décevant ou franchement absent en matière environnementale. Très bien, ça c'est dit. Qu'en a fait le gouvernement ? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Rien, c'est terrible. Emmanuel Macron, pendant sa campagne, sous pression sur cet accord de libre-échange, il dit « Je vais commanditer un rapport sur le climat et sur la santé. Si les conclusions sont négatives, je changerai l'accord. » On a une réunion. Il y a les agriculteurs, les consommateurs, les salariés, les ONG. Non, c'était la semaine dernière. La semaine dernière. C'était la semaine dernière. Tout le monde dit « C'est une catastrophe. » Ça va flinguer nos filières d'élevage. Ça menace toutes nos législations sur le climat. On va peut-être, à partir de vendredi, importer du saumon transgénique sans le savoir. Et le gouvernement dit « Ah ben non, circulez, il n'y a rien à voir. Nous allons suivre avec beaucoup d'attention cet accord, mais on ne change rien. » Et bien typiquement, c'est là l'incohérence du président Macron. Qu'est-ce que vous attendez maintenant concrètement de la part du gouvernement ? Mais moi, je ne veux pas que cet accord soit mis en œuvre. Mais c'est trop tard. Mais non, on a la possibilité, par exemple, de saisir la Cour européenne de justice. Le principe de précaution n'est pas protégé par cet accord. Nous allons, à partir de demain, importer de la viande bovine
qui est issu d'élevage ultra concentrationnaire, où on utilise les antibiotiques pour faire grossir les animaux, où il y a du souffrance animale considérable, et ça va remettre en cause toutes nos filières. Donc vous rappelez Emmanuel Macron ses promesses de campagne, c'est ça que vous faites ce matin? Je rappelle à Emmanuel Macron son engagement. Il ne peut pas aller aux Nations Unies nous dire à quel point c'est l'enjeu de l'humanité, le climat, c'est l'enjeu de l'humanité, la sécurité alimentaire, notre souveraineté alimentaire, et demain continuer à mettre des accords qui menacent nos salariés, qui menacent notre santé, qui menacent l'environnement. Le Canada, c'est l'un des pays où on extrait les pétroles les plus dégueulasses de la planète. Ces fameux sables bitumineux. Et ce n'est pas parce que Total travaille là-bas qu'il faut valider ces accords. Des actes, vous en avez? Vous en avez des actes en matière d'écologie. Nicolas Hulot a annoncé une série de 4 mesures pour son plan climat. Je les rappelle, prime à la cash, chèque énergie, coup de pouce pour changer la chaudière, crédit d'impôt transformé en prime. Il ne fait pas que de la figuration. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est de l'écologie concrète, c'est de l'écologie sociale, mais reconnaissons que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui avec Irma, avec José, avec Maria. D'ailleurs, il faudrait changer les noms, il faudrait que ça s'appelle Total, Exxon, Trump ou Poutine. Il faut arrêter de mettre des prénoms de gens qui vivent tranquillement dans la société, mais ce n'est pas à la hauteur. Aujourd'hui, on a une opportunité extraordinaire. Lutter contre le dérèglement climatique, ce n'est pas simplement éviter les catastrophes, c'est créer des centaines de milliers d'emplois sur tous nos territoires. Des PME, là où on a des territoires qui sont désertés économiquement, c'est remettre de l'activité économique. Ça ne sera jamais à la hauteur. Il y a une inertie pour ce genre de sujet, vous le savez mieux que personne. Quand il annonce la fin des véhicules diesel, d'ici à 2040, vous dites quoi? C'est trop loin, c'est pas assez? Ben oui, parce que franchement, on a dans notre pays 130 morts par jour liés à la pollution de l'air. On a une économie du diesel qui s'effondre. On a des dirigeants des compagnies de voitures, des constructeurs qui ont décidé autour d'un bureau pas plus grand que celui-là qu'on allait polluer, qu'on allait tricher, qu'on allait créer des morts. Et qui seront sanctionnés pour ça. Il y a eu un article hier d'une revue qui dit « Le Dieselgate ». Donc, toutes ces fraudes au diesel, c'est 5000 morts en Europe. Donc, c'est criminel ce qui s'est passé. Plutôt que de faire ça, on innoverait. La voiture électrique, la voiture hybride, la voiture à hydrogène, tous ces éléments qui font travailler nos ingénieurs, qui valorisent nos salariés des constructeurs automobiles plutôt que de les menacer et qui font de nos villes des lieux où on peut vivre, c'est quand même la bonne nouvelle. Sur le Dieselgate, vous trouvez que les sanctions, que les procédures sont lancées avec suffisamment de célérité ? Il n'y a aucune sanction aujourd'hui. Il y a eu un rapport simplement de la Direction générale de la concurrence qui dit PSA a fraudé, PSA au niveau de ses dirigeants ont décidé de frauder, ont décidé de tricher avec les automobilistes, ont décidé de tricher de manière criminelle avec notre santé. Et aujourd'hui, il n'y a aucune sanction. Et ça menace les salariés de l'automobile, ça menace notre santé, alors qu'on pourrait faire des automobiles intelligentes, non polluantes, alors qu'il y a un besoin extraordinaire de transport collectif. Sans transition aucune, la vente du siège du Parti Socialiste rue de Solferino ? C'est peut-être comme le diesel, à un moment, il faut tourner la page. Merci beaucoup, Yannick Jadot. C'est à vous, Laurent. Merci, Caroline. Très belle journée à tous les deux. Alors, Julia, on est au cœur de l'actualité sur la toile, où on se prend à rêver d'un océan sauvé. Des eaux. Oui, d'un océan sauvé, oui. On est en pleine Assemblée nationale de l'ONU et c'est le moment choisi par cette ONG qui s'appelle Plastic Ocean Foundation pour lancer une campagne qu'on pourrait qualifier de totalement absurde, mais il faut bien une bonne dose d'absurdité, je pense, pour attirer l'attention sur ce continent plastique de la taille d'un pays européen moyen. L'idée, ça va être d'interpeller la communauté internationale en exigeant la création d'un pays. Alors ce pays, eh bien, ce serait Poubelle Island, les îles Poubelles. Pour qu'il soit reconnu en tant que tel, eh bien, on a lancé une pétition sur Internet et regardez, l'idée va loin puisqu'ils ont même créé une monnaie. Vous avez la monnaie qui va avec le pays, vous avez même le passeport officiel. C'est très sérieux, c'est Al Gore qui est le premier citoyen officiel de Trash Isle. L'idée, évidemment, eh bien, ça va être de protéger ce pays, reconnu comme un vrai pays, donc protégé par un traité environnemental qui pourra être nettoyé et donc disparaître. Bon, c'est une idée rêvée, mais on peut toujours signer la pétition sur Internet en attendant. Oui, signer la pétition, c'est comme demander à cette île et à ce nouveau pays l'asile politique, finalement. Ben oui, sabotage. Oui,
oui, c'est pas mal. Là. Ça lui rappelle les Jackson 5, vaguement. Ouais. Bonjour Anna, comment ça va? Bonjour, très bien. Vous arrivez comme ça en musique. Oui, moi, impeccable, d'autant que dimanche sur France 5, c'est vous qui nous l'avez signalé, on aura droit à la télévision. Donc ce dimanche sur France 5, je le répète, un super documentaire consacré au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Bref, c'est quand même la grande école de théâtre en France, et même au-delà, on le sait. Et un documentaire signé par le réalisateur Jean-Pierre Mocky. Oui. Qui était élève là-bas? Bien sûr. Et alors, casting, sa promotion, casting de rêve. Belmondo, Marielle. Non. Mais non, mais c'est fou. Marielle. Non, mais j'en ai. Françoise Fabian, enfin, tout le monde. Bruno Kremer, enfin, incroyable. Ça rigolait fort. Enfin, ça rigolait fort, mais ça craignait Jouvet, je peux vous dire. Ah oui, et à l'époque, Louis Jouvet, le grand professeur. La terreur totale. Enfin, plein d'anecdotes à mourir. Et surtout, c'est super d'avoir été reçu et qu'on nous reçoive vous tous aussi chez lui. Jean-Pierre Mocky. Il vit quai Voltaire, dans la maison de l'ancien, enfin de Voltaire, un ancien décor de film. Voltaire, incroyable. L'appartement était celui d'Alfred de Musset, qu'on étudie en long, en large et en travers au conservatoire. Alors c'est très drôle, il y a quelques meubles qui viennent, voilà, toutes de ses tournages. Il est insatiable, on le sait, il est gourmand, 116 films à son actif, c'est dingue. 116 films, c'est complètement fou. Et voilà, c'était dont À mort l'arbitre, La grande lessive, il a tourné évidemment avec Bourvil, enfin avec tout le monde. Ne les citez pas tous, parce non, que sinon c'est fini. On doit se quitter à 9h25. Et voilà, c'est ça. Et quand on arrive chez lui, on est accueilli par le chien prêté par Gérard Depardieu, parce que justement, il est parti en voyage. Et pendant ce temps-là, on s'assoit sur la chaise que Bourvil avait traîné sur... Enfin, c'est complètement fou d'être chez lui. Et c'était un vrai plaisir de le rencontrer. Idée lumineuse que de lui confier la réalisation de ce documentaire sur le conservatoire. On avait découvert le musée Grévin avec le conte dans cette même série. On va découvrir le Jardin des Plantes bientôt avec Fanny Ardant. Mais là, c'est le conservatoire et on a bien rigolé. Vous allez voir, c'est un sacré personnage. Jean-Pierre Mocky, quand on vous invite à Monsieur Cinéma, on invite à la fois un comédien, un auteur et un metteur en scène. Je voudrais bien que ce soit le comédien qui nous rende visite. En 1950, mes parents, comme tous les parents du monde, trouvaient que le conservatoire, c'était la polytechnique de l'art dramatique, c'est-à-dire c'était Sciences Po, etc. Ça représentait, si vous voulez, quelque chose de sérieux. Voilà, et on se balade là, et puis il y a tous ces souvenirs, tous ces gens qui planent encore ici. Et puis, il y a le souvenir dans ces couloirs. Je vois toujours l'ombre d'Annie Girardot, de Kremer. Tu es une orgueilleuse. Prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Bien. On était des gens particuliers. C'est-à-dire, on était les élèves du conservatoire. On allait faire de la figuration à la Comédie Française. On était choyés par les artistes qui nous considéraient comme des phénomènes, parce qu'on était ceux qui avaient été sélectionnés au conservatoire. On n'était pas beaucoup. Et puis voilà. Et le temps a passé. Alors j'ai voulu faire un film pour raconter ça, comme un soldat raconte une bataille. Je veux des voitures! Je veux de la pollution! Alors c'est une pièce originale, parce que quand on était au conservatoire, c'est la question que je vais vous poser. On était avec Claude Rich et Annie Girardot. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce sont des gens qui aujourd'hui ont un certain âge, comme moi. Alors moi, j'étais un peu frondeur avec Belmondo. On n'avait pas tellement envie d'entrer au conservatoire, mais finalement, on avait envie de jouer au théâtre. On avait envie de faire du cinéma. On avait des professeurs extraordinaires, Louis Jouvet, René Simon, des gens comme ça. Alors, on était attirés par le conservatoire. J'ai fait le conservatoire parce que mon père m'a dit le conservatoire, c'est très bien. Et alors, pourquoi tu l'as quitté? Ils m'ont foutu dehors. Belmondo était déjà un cascadeur. Alors, il prenait le rideau, il descendait comme Tarzan sur la scène. J'imagine que 6 mois, si tant est que j'avais été capable de le faire, 6 mois, j'avais fait ce genre de choses. J'aurais été suspendu 6 mois. Mais Jean-Paul, ça a juste été une petite anecdote. Parce que Jean-Paul était le chouchou de notre professeur. Puisqu'il faut choisir entre le roi et le cardinal, je choisis. Un pour tous, tous pour un. Allez, merci Jean-Pierre, merci à toi d'être là. C'est moi. Merci. J'ai fait 72 films et 46 films moyens. J'ai fait 116 films. Ça fait beaucoup pour, malgré que les 84 ans, c'est quand même pas mal. Alors, je continue, car je trouve que je prends comme exemple un réalisateur portugais qui s'appelait Manuel de Oliveira, qui est mort à 105 ans sur un plateau.
Et ça, c'est un peu mon rêve. Un Mocky barbu parce qu'il bosse plus? Bah si, parce qu'il bosse, au contraire. Justement. Il est attendu à Londres par Michael Caine, avec qui il tourne très bientôt. Ensuite, il enchaîne un tournage avec Depardieu. Je vous rappelle que ce documentaire est diffusé sur France 5 dimanche. Vous avez le droit, nous, on est fermé. 9h30 le matin. Voilà, dimanche, D'accord. 9h30, cela dit, Et on il est toujours s'appelle fermé. 2 bis rue du Conservatoire, forcément. Bah oui, c'est l'adresse. Merci Anna. Fanny, on va rejoindre tout de suite Julia qui pianote, vous savez, celle qui est sur son clavier, sur la toile, pour nous, sur le web. Ça surfe, Julia? Oui, je vais Et vous raconter une histoire Ouais. comme mon intro sur Internet. Elle me plaise beaucoup, ces histoires. C'est l'histoire d'une petite ONG américaine qui fait de la recherche sur les maladies mentales, qui a réussi à convaincre le géant de l'Internet Google de faire apparaître, de mettre en évidence un formulaire de dépistage rapide. Alors, je m'explique. Lorsqu'on fait une recherche sur sa santé sur Google, les résultats sont extrêmement aléatoires. Hein. Vous allez taper un mot, puis vous allez tomber sur toutes sortes de choses. Là, si vous tapez dépression, le premier choix que vous allez avoir, ça va être ce formulaire, ce dépistage qui va vous permettre de savoir où vous en êtes et de bien vous orienter. C'est une réussite pour cette ONG parce que les gens, souvent qui souffrent de ce symptôme, ne sont soignés que 4 à 6 ans après les premiers symptômes. C'est un test qui va vraiment permettre de déterminer où vous en êtes et qui arrive directement sur le moteur de recherche lorsque vous tapez le mot dépression. Donc c'est une sacrée réussite. Ok, super. Jackknife has old Maggie, baby, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, baby. Scarlet Billows. Non mais voilà, je les vois, je rigole. Mais je vous avais prévenu. Hein, ça ouais, dit, attention, on est dès camailleuse. 6h20. Non mais vous savez que j'avais prévenu à 6h20. J'avais prévenu les téléspectateurs. Je dis voilà, on parlera effectivement de ceci, de cela dans Télématin. Et puis en plus, on vous redonnera un sourire, c'est sûr, parce qu'il y a entre autres, Damien et Sylvie qui vont venir. Alors. Super. Rien que vous allez voir, moi, c'est rigolo. Oui, Sylvie, pour parler d'un outil, d'un ustensile très précis et très utile, indispensable dans les cuisines que tout le monde a. Moi, quand je ne l'ai pas, je sais, je le cherche partout et je dis où est mon économe. Bon, et il se trouve que vous allez trouver un, s'il vous plaît, revu et corrigé par le maître designer français Philippe Starck. Qui d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il s'était intéressé, c'est pas la première fois qu'il est fine lame, et je me souviens qu'il s'était intéressé au couteau de l'Aïol. Exactement. Et qu'il avait fait une belle usine. Ouais, une belle usine. Ouais. Ouais, il a refait Sur le plateau. l'usine des Forges de l'Aïol, effectivement. Ouais. Alors, grande leçon d'épluchage avec Philippe Starck. Parce que, bon, je me retrouve dans son studio et puis il y avait des fruits, des légumes, tout ça. Et puis il me dit, mais on va Damien, le tester. Il a raison de rigoler. Parce que moi, j'ai vu les images. Je vous préviens. Alors là. Non, mais c'est vrai que je suis pas très douée en épluchage, mais non. lui, il l'est. Alors, parce que, en fait, Philippe Starck, il a peur de rien. C'est-à-dire que même l'objet du quotidien le plus, à la fois qui sert au maximum dans la cuisine, mais qui, on se dit, ça n'a aucun intérêt, c'est banal. Et ben là, lui, il se dit, quand on lui demande de redessiner cet objet-là, c'est une grande marque française. C'est une grande marque française d'art de la table qui contacte Philippe et puis qui lui dit, bon, ben voilà, il faudrait redessiner un économe et des outils de la cuisine. Je ne demanderai pas de me dessiner un mouton à vous. Non. Et là, il se dit, bon, bah, ok. Et en fait, il adore éplucher les légumes. Ouais. C'est une passion comme une autre. Et qu'est-ce que vous faites dimanche? J'épluche. Et je vais à mon club, j'épluche. Cela dit, il faut qu'il ait le temps de le faire parce que moi, j'étais le matin où je l'ai rencontré, il rentrait de Pékin. Il avait pris l'avion toute la nuit. Ouais. Il avait fait un lancement pour un téléphone qui lance en Chine. Il a épluché 237 kilos de pommes de terre dans l'avion. Pour tester. Bon, c'est pas la peine, vous m'écoutez pas. Regardez, puis on en parle après, j'en ai marre. Ouais. L'inspiration pour l'économe, eh bien, c'est ma grand-mère. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vrai que j'ai le souvenir très précis qu'on allait dans le potager, dans le verger, que l'on revenait, il y a une petite table dans la cuisine, et là, on sortait l'économe et on épluchait. Allons-y. 1, 2, 3. Moi, j'adore l'économe. Il y a une sorte de jubilation à éplucher.
J'ai moins le temps maintenant, mais c'est vrai que mes amis m'appelaient le grand éplucheur. Car tous les jours, quand je pouvais, j'épluchais. Mais alors impeccable. Et c'est vrai que quand je continue à éplucher ma petite pomme matinale, j'ai grand plaisir quand même à faire la plus belle spirale. Et plus elle est longue, plus c'est extraordinaire. Et après, je la montre comme un gaga. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joie dans l'économe. Et il y a beaucoup de réalité surtout. L'école classique et l'école moderne, clairement plus abstraite. Un peu explosé, quoi. Oui, un petit peu explosé. En fait, j'ai pensé à une carotte qu'on va éplucher. Et je me dis, mais ça, c'est une facette. 2 facettes, 3 facettes, 4 facettes. Et là, j'ai regardé ma main. Je me suis aperçu que ça, c'était un carré. 1, 2, 3 et la 4e facette ici. Et qu'en fait, l'ergonomie juste de la bonne prise en main, confortable, était le résultat même du couteau. C'est incroyable, non ? L'objet pour éplucher était un objet épluché. Quand les astres sont alignés, c'est toujours formidable. On ajoute jubilation sur jubilation. Pourquoi j'accepte un tel projet ? Parce qu'il est noble. Paradoxalement, on a l'impression qu'un éplucheur, c'est humble. C'est pas vrai. C'est ce qui nourrit. C'est vraiment émouvant, je trouve, comme projet. Comment fait-on pour faire à la fois un bateau géant et un économe ? Parce que c'est le même travail. Parce que c'est strictement la même raison de le faire. Moi, je suis né avec une sorte de maladie mentale qui est comment je peux aider ma communauté. Je ne sais pas faire grand-chose. Ce que je sais faire, c'est créer des choses. Et créer, pour moi, l'économe ou créer ce bateau, c'est strictement la même chose. C'est simplement pas la même utilisation, pas le but, pas le même budget, mais c'est la même chose. C'est pas l'objet qui compte, c'est comment je peux aider. Donc après, c'est simple, ça peut s'appliquer à tellement de choses différentes, ce que je fais d'ailleurs. Bon, on va la manger quand même, hein. Oui. Starkey et Hutch. Alors, oui, 15 secondes. 15 secondes, je l'adore. C'est le maître du design en France. Voilà. Non, parce qu'il a démocratisé l'objet. L'objet du quotidien. Voilà, il l'a rendu. À la fois, il l'a rendu beau. Il est utile et beau. Donc, démocratiser, je ne crois pas que ça soit le terme. C'est pas grave. Si. On va certainement trouver d'autres mots avec Damien. Il a enfin. Non, c'est fini. C'est fini, madame. C'est fini, madame. On vous rappellera. Peut-être. Oh yes, I'm the great pretender, pretending I'm doing well. Alors, ça fait du bien de pleurer de temps en temps, pleurer de rire comme ça. Ça va, Damien? Oui, super Alors, bien. vous nous avez ramené 3 livres, j'allais dire 3 bouquins, 3 livres qui ont su passionner un des libraires de votre club. Oui, absolument, Xavier. Et avec de belles histoires très différentes les unes des autres. Hein. Alors, complètement, Laurent. Ce matin, on ne va pas éplucher, mais on va dévorer ces 3. Ah oui, complètement. Excellent, dévorer. J'ai essayé, on va dévorer. Après avoir épluché, on va dévorer. Oui, alors vraiment, ce matin, encore plus que d'habitude, sélection totale. T'as compris? C'est bon, ça y est? Ça y est, c'est rentré. Ça va être dans un bon gloire et beauté après que tu vas comprendre. Donc vraiment, plus que jamais, Laurent, je disais, histoire totalement hétéroclite. On a essayé ce matin vraiment d'aller dans toutes les directions. Vous allez avoir la traque du médecin tortionnaire d'Auschwitz, la disparition de Joseph Mengele, d'Olivier Guest. Ça, c'est un bouquin incroyable qui illustre un pan méconnu de la Deuxième Guerre mondiale. On sait c'est de l'histoire. Le bourreau qu'il fut à Auschwitz, mais ensuite les 30 ans d'Amérique du Sud, on les connaît pas. Les leçons du vertige. Alors là, on va aller dans les années 80 dans une boîte de nuit à Saint-Étienne, dites donc, c'est quand même pas rare. Voilà. Laquelle? Ça s'appelle, c'est toute faite. Ça s'appelle Le Vertige, Laurent, avec des gros secrets de famille. Nous, on va commencer par un premier roman américain de l'américaine Emily Friedland, édition Gallmeister. Alors là, ça s'appelle Une histoire des loups. On le sait, l'homme est un loup pour l'homme. Hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce titre. On va être dans une espèce de brume, avec une intensité qui monte, avec une espèce de famille un peu louche. Alors, c'est plutôt un roman noir, Sylvie. C'est formidable parce que j'adore avoir la trouille comme ça. Et puis quand elle parle, quand elle pose une question, ça me fait peur. Non, surtout quand elle épluche des pommes. Ça fait peur. Allez, c'est parti. Regardez, Xavier, qui est libraire à Paris, dans le 7e arrondissement, un des membres éminents du club des libraires de Télématin. Regardez. Aux États-Unis, dans une toute petite ville du Minnesota, une jeune fille vit sa vie de lycéenne entre ses études et des balades en forêt. Un jour, de l'autre côté du lac où vivent ses parents,
une famille s'installe, un couple, avec un petit garçon. Très vite, des liens se nouent et elle s'occupe de leur enfant. Mais elle se rend compte que le petit garçon n'a pas un comportement ordinaire. Derrière l'apparente normalité des parents se cache un mystère qui sera à l'origine d'une tragédie. Ce livre est un concentré d'angoisse et de suspense où la nature fait constamment écho au drame qui se joue. Vous allez en sortir complètement abasourdi. Mon deuxième coup de cœur, un roman stupéfiant, La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guèze aux éditions Grasset. En 1949, en Argentine, un homme descend d'un bateau après une longue cavale en Europe. Cet homme, c'est Joseph Mengele, le médecin-chef du camp d'extermination d'Auschwitz. L'homme qui avait la haute main sur les expériences scientifiques et un des pires bourreaux de l'histoire. Réfugié en Amérique du Sud, il entame une nouvelle vie plutôt luxueuse et heureuse en compagnie de ses anciens camarades de guerre, eux aussi réfugiés à Buenos Aires. Mais tout bascule en mai 1962. Israël exécute Adolf Eichmann, un autre bourreau nazi. À partir de cet instant, il sait qu'il est le prochain sur la liste. Il est traqué, le Mossad est à ses trousses, jusqu'à ce jour du 7 février 1979, sur une plage du Brésil, où on retrouve son corps après une mort très mystérieuse. C'est un livre coup de poing, précis et qui nous éclaire sur un pan de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que cet homme, pendant plus de 30 ans, a réussi à échapper à la justice et n'a pas répondu des crimes qu'il a commis. Et pour terminer, un roman drôle et original, Les leçons du vertige de Jean-Pierre Montal, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. J'ai crevé l'oreille. De nos jours, au cours d'une randonnée, un père demande à son fils un service. Retrouve ma sœur que je n'ai pas vue depuis 20 ans. Le fils s'exécute, il retrouve sa tante dans la banlieue de Saint-Étienne. Le père et le fils s'y rendent et en guise de bienvenue, elle assène à son frère une mémorable gifle. Notre héros se rend compte que sa famille est en lambeaux, plus rien ne va, tout le monde se fait la guerre. Il comprend alors que l'origine des querelles familiales remonte aux années 80 et a pour lieu une boîte de nuit, le Vertige. Roman doux et amer, l'auteur ne cesse de nous crier qu'on était beaucoup plus heureux dans les années 80. Il y a dans ce roman une bonne dose d'humour anglais qui en fait un véritable moment de bonheur. Bonne lecture à tous. Bon, c'est sûr que Sylvie, elle est tentée par le vertige, moi plutôt par les loups. Est-ce que vous, ce serait pas Mengele? Allez, oui. Non, s'il faut choisir le plus fort, oui, je dirais que Mengele, c'est... En fait, donc Olivier Guèze, vous l'avez compris, il s'est appuyé sur l'histoire vraie de cette traque donc, de Mengele pendant 30 ans en Amérique du Sud. Simplement les tout petits passages où il manquait des infos, il a romancé, mais vous pouvez considérer que tout ce qu'il vous raconte dans ce livre, ce qui est hallucinant, c'est vrai, évidemment. Très belle sélection de Xavier, bravo Xavier. Ouais, exact, on peut le féliciter Xavier, merci. Éphémère et légère, j'oublie. Pardon. Ouais. Non, ça commence à peu près sérieusement par rapport à la bande de tout à l'heure. Si j'ai une petite jingle où il y a marqué Europe, c'est rigolo parce qu'on va aller dans un pays qui ne pense qu'à une chose, c'est à sortir de l'Europe, c'est l'Angleterre. Ma chère Myriam, pour évoquer... Dans le cœur. Et pour évoquer justement une des personnes qui les a rendus sympathiques à toute l'Europe et qui était un écrivain, une femme de plume, et à laquelle on rend hommage cette année encore. Cette année, c'est le bicentenaire de la mort de Jane Austen, effectivement. Et ce week-end s'est achevée la 17e édition du festival de Jane Austen. Austen, c'était pas une mini-écrivaine. Non. Allez, top. Ensuite, on passe. Ils n'ont pas relevé. Mais si, faut le temps que ça Festival arrive. de blagues pourries. Et donc... Alors, Jane Austen, elle n'a pas franchement connu le succès de son vivant parce qu'à l'époque, une femme, une lady, n'était pas censée s'adonner à l'écriture en vue d'être publiée. Ouais. Donc, elle publiait anonymement. En fait, elle a été connue en Grande-Bretagne grâce à son neveu qui a publié une biographie la concernant. Et puis après, à partir de 1940, avec les premiers films, les adaptations de ses livres,
Orgueil et préjugés, raison ouais. et sentiment, et avec voilà, Orgueil et préjugés avec Keira Knightley au cinéma en 2005-2006. D'ailleurs, elle a été nommée aux Oscars pour ce film. Et puis, juste quand même pour info, il y a aussi une série qui est sortie, qui a aussi été diffusée en France, mais en Angleterre, lorsqu'un épisode de Orgueil et préjugés passait à la télé, c'était 10 millions de téléspectateurs devant un épisode. Alors pourquoi est-ce qu'on aimait Jane Austen? Eh bien parce qu'à l'époque, c'était un esprit rebelle, indépendant, et parce que c'était une des premières femmes féministes au point de vue de l'écriture. Ouais, la femme avait une vraie place, déjà, dans les romans. Exactement. Ça, c'était très important. Donc, il y a un festival qui lui rend hommage chaque année parce qu'elle a des fans dans le monde entier. C'est un festival qui dure 10 jours. Pas et vous allez voir... Avec les Anglais, il faut s'attendre à tout. On ne peut pas dire que c'est folklore parce que les gens ne sont pas déguisés, ils sont costumés. Déjà, c'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Et vous allez voir que les festivaliers sont, comment dirais-je, ils sont vraiment à fond dans leur rôle, ils sont habités. Ouais. Ils sont en fusion, ils vivent de manière fusionnelle avec l'esprit de Jane Austen et avec son époque. Donc je vous propose cette immersion 200 ans en avant. Le festival permet de célébrer la vie et l'œuvre de Jane Austen et ainsi la faire connaître au plus grand nombre. To form up in the crescent! Le festival a pour habitude de démarrer avec la grande promenade. Les festivaliers défilent costumés à travers les rues de Bath où les bâtiments sont pittoresques. On marche vraiment sur les pas de Jane Austen. Les participants viennent du monde entier. Certains viennent de Nouvelle-Zélande, de Russie, d'Australie. Il y a aussi beaucoup d'Américains et de Canadiens et d'Europe. L'œuvre de Jane Austen est éternelle. Ses histoires sont extrêmement modernes. Son style était novateur avec un humour piquant. Jane Austen a été la première femme à écrire du point de vue d'une femme. Les autres femmes de l'époque avaient un style masculin. Bien qu'elle fût publiée anonymement, comme le voulait la coutume de l'époque, il était clair que le propos de ses récits était celui d'une femme. Elle a cette écriture délicate avec un esprit d'indépendance. C'était une pionnière en la matière. Et donc novateur pour l'époque. C'est elle qui a ouvert la voie aux romancières qui ont suivi en Grande-Bretagne. Le festival est aussi varié que possible afin de donner un maximum d'informations sur Jane Austen, son œuvre et l'époque. Ce soir, il y a un bal et tout le monde sera costumé en habit de régence. Nous nous sommes tous rencontrés lors d'une reconstitution autour de Jane Austen. Depuis, nous avons fondé notre cercle. C'est vraiment devenu une passion. Je suis vraiment captivée par l'époque de la Régence et son mode de vie, dont les codes ont disparu aujourd'hui. Bien sûr, les femmes de notre époque ont beaucoup plus de liberté qu'il y a 2 siècles, mais je dois avouer que se sentir dans la peau d'une vraie demoiselle de la noblesse est très agréable. Oui, c'est vrai, il ne s'agit pas que de Jane Austen, mais du style de vie. Me concernant, cette passion est devenue une part importante de ma vie. J'ai passé les 6 derniers mois à coudre ces robes pour ces 10 jours de festival. Ce soir, nous nous préparons pour le bal. Évidemment, nos vêtements d'apparat sont bien plus raffinés que ceux de la journée. Car au bal, il faut être vu. Le bal est un grand événement, car c'est le reflet d'une société avec ses nombreux codes de bienséance. Jane Austen est une des grandes romancières du 19e. Ses livres décrivent l'authenticité des sentiments dont nous sommes nostalgiques aujourd'hui. Alors Jane Austen est un personnage vraiment important en Grande-Bretagne, à tel point que depuis quelques jours circule un nouveau billet de 10 livres. Ça, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui a décidé. Et ils ont remplacé le visage de Charles Darwin par celui de Jane Austen que vous venez de voir, voilà, avec à côté évidemment la reine Elisabeth en petit. Merci beaucoup Myriam.